تسمعوا فيا؟ فماش On peut commencer. Allô? Oui, monsieur. Amalkor هذايا ما عندناش support على l'UVT. غدوة يجيكم، نهار الاثنين يجيكم السيبور. السيبور يجي مش مشكل. Vous allez avoir un support le plus tôt possible. D'accord, merci. Donc, on va commencer. شكون connecté? Donc, on va commencer tout de suite. Allô, تسمعوا فيا؟ Oui. Donc, on va voir aujourd'hui très rapidement les traumatismes urologiques. Donc, on va voir essentiellement les traumatismes du rein et de l'urtère et les traumatismes de la vessie et enfin, on va voir les traumatismes de bourse. C'est très important, c'est un corps important puisqu'il fait partie des urgences urologiques et chacun d'entre nous, tout médecin, est confronté dans sa pratique quotidienne de prendre en charge un jour ou l'autre un traumatisé du rein ou de l'urtère ou des bourses. C'est des cas qui sont de plus en plus fréquents. Donc, on va commencer par le traumatisme du rein et de l'urtère. Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des dégâts, donc le parenchyme rénal, du pédicule, de la voie excrétrice rénale, secondaire à un traumatisme. Donc, lorsqu'il y a une lésion du parenchyme, ou du pédicule, ou de la voie excrétrice rénale, c'est un traumatisme rénal. C'est le plus fréquent des traumatismes urologiques, puisqu'il représente à peu près entre 70 et 80% des cas de traumatisme fermé et isolé du rein. Le plus souvent, il s'associe à des lésions, à d'autres lésions. Donc, il entre dans le cadre d'un polytraumatisme. Donc, c'est leur gravité, donc par l'association des lésions foie, rate, etc. Le traitement, on va voir tout à l'heure, il dépend de la gravité de la lésion. Et retenez que le traitement actuellement est un traitement conservateur. Donc, il faut toujours penser à conserver le rein. Puisque le rein, c'est un organe noble, on a deux reins. Si on perd un rein, c'est très très important et grave. Donc, c'est des traumatismes fermés. Fermés, c'est-à-dire l'intégrité de la peau n'est pas lésée. Il y a aussi les traumatismes pénétrants. C'est généralement les coups de couteau au niveau de la fosse lombaire ou par un agent contondant. Ça touche essentiellement l'homme dans 60% des cas, et essentiellement l'adulte jeune. Les accidents de la voie publique sont les plus pourvoyeuses de traumatisme du rein. Donc il y a deux mécanismes. C'est un mécanisme direct, c'est-à-dire une contusion et une compression directe par un objet contondant ou par autre chose au niveau de la fosse lombaire, ou indirect, la décélération, c'est-à-dire une vitesse très importante. Le rein, donc, il est aspiré par la décélération. On peut avoir des lésions, surtout au niveau des pédicules. Donc, un petit rappel anatomique. Chacun d'entre nous a deux reins. Les moyens de fixation du rein sont uniquement les vaisseaux, l'artère rénale et la veine rénale. Il n'y a pas de moyen de fixation. Le rein, il est en rapport. Il est situé entre L1, L3, L4. Donc, il est en rapport avec le rachis entre L1 et L4 et les deux dernières côtes. Donc, tout traumatisme direct peut entraîner donc une compression du rein soit sur les côtes, soit sur le rachis lombaire. Donc c'est ça, c'est le rapport, c'est très important.
قداش كونكتي وقداش D'accord, donc ça c'est sur le plan anatomique. Sur le plan vascularisation, il faut retenir une chose, que la vascularisation rénale est terminale. Il y a l'artère rénale plus les deux branches de l'artère rénale. Donc chaque territoire a une seule vascularisation. Toute atteinte de cette vascularisation est une atteinte terminale. Il n'y a pas de vascularisation de Ciblian, c'est-à-dire chaque lésion artérielle entraîne automatiquement une nécrose. Donc voilà le schéma. Donc vous voyez, lorsqu'il y a une atteinte de l'artère de la branche inférieure, il y a une nécrose définitive et perte d'une partie du rein. Ça, c'est très important. Pour la classification, on va la voir tout à l'heure. Il y a actuellement la classification la plus utilisée, c'est la classification de l'Association américaine des traumatismes, qui classe les traumatismes du rein en 5 grades. Vous allez voir ça sur le support. Le grade 1, c'est-à-dire une lésion sans atteinte de la capsule, avec un hématome sous-capsulaire. Le grade 2, c'est-à-dire une petite fissure. Le grade 3, c'est une fissure supérieure à 1 cm. Le grade 4, c'est des lésions minimes vasculaires avec une fracture du rein. Et le grade 5, c'est des lésions complexes avec des lésions artérielles, veineuses et des lésions parenchymateuses. Donc, le grade 1, 2, 3 et 4, on peut le considérer comme des lésions bénignes, alors que le grade 5, c'est le grade des lésions graves. Donc, vous retenez que la classification, elle a deux choses. 1, c'est de classer selon le grade, et 2, de déterminer la gravité des lésions. Donc, sur le plan clinique maintenant, comment savoir comment poser le diagnostic d'un traumatisme rénal? Il faut savoir que le traumatisme rénal entre dans le cadre d'un polytraumatisé. Si vous êtes un jour amené à examiner un patient, soit sur le lieu d'accident ou bien aux urgences, la première chose, c'est d'évaluer l'état hémodynamique et respiratoire des patients. Donc, il faut mettre dans la tête que c'est une lésion grave, que le pronostic vital est en jeu. Il faut assurer donc la libération des voies excrétrices. Il faut aussi faire l'hémostase du saignement et par la suite faire évaluation d'état hémodynamique, prendre des voies veineuses efficaces, perviser le malade. Donc il faut penser immédiatement à l'état de choc, à la réanimation du patient avant de faire le diagnostic. Ça, c'est très important. Par la suite, lorsque le malade est stable, il est hors de danger, on peut commencer l'évaluation. Et cette évaluation commence par l'interrogatoire ou le questionnaire du patient sur les conséquences du traumatisme, sur l'antécédent du patient et quand est-ce qu'on va évoquer une contusion rénale. C'est très important. Le tableau de la contusion rénale ou du traumatisme rénal repose sur 3 signes. On appelle ça la triade. C'est l'hématurie, la douleur et à l'examen l'hématome rétropéritonéal. Donc l'hématurie, c'est par définition, c'est la présence du sang pendant les urines ou dans la miction. Le patient, donc, lorsqu'il urine, il y a du sang. Comment savoir l'hématurie? Le patient, c'est lui qui va vous raconter, il va vous dire, monsieur le docteur, après le traumatisme, lorsque j'ai uriné, il y a du sang. Soit, c'est vous-même qui devrez aller chercher l'hématurie et vous demandez au patient d'uriner obligatoirement. Tout traumatisme abdominal ou traumatisme, donc lombo-abdominal, il faut toujours voir l'aspect des urines. C'est très très important. Donc, mais l'absence d'hématurie n'élimine pas le traumatisme rénal. Comment elle est cette hématurie? C'est une hématurie totale. Qu'est-ce que ça veut dire totale? C'est-à-dire durant toute la miction, du début à la fin. C'est une hématurie qui peut être donc de volume variable. Elle peut être minime, abondante. C'est une hématurie qui est parfois microscopique, c'est-à-dire on la voit au bandelette. Mais le plus souvent, elle est macroscopique, c'est-à-dire on peut la voir à l'œil nu. Et l'abondance de l'hématurie n'est pas un facteur de gravité, c'est très important. Il peut y avoir une hématurie très abondante alors que la lésion est minime.
Alors, au contraire, une hématurie microscopique peut être grave et peut être réduite à une lésion vasculaire. Puisqu'il y a une lésion vasculaire, il n'y a pas de saignement. C'est très important. Donc, le premier signe à rechercher devant tout un traumatisme abdominal ou abdominalo-lombaire, c'est l'absence ou non d'hématurie. Il faut demander au patient d'uriner. Deuxièmement, la douleur. La douleur, elle est d'origine lombaire, elle est de siège lombaire. Elle peut être des lombalgies simples ou bien des coliques néphrétiques. La colique néphrétique est secondaire le plus souvent à l'obstruction par des caillots de sang au niveau de l'urtère. Enfin, le troisième signe qui complète le tableau clinique, c'est l'hématome rétropéritonéal. L'hématome, c'est-à-dire un saignement, une collection rétropéritonéale. Et cette collection à l'examen, on va trouver un empattement de la fosse lombaire, des douleurs à l'examen et parfois des ecchymoses au niveau de la fosse lombaire. Ça, c'est la triade caractéristique du traumatisme durable. Donc, à retenir, devant tout traumatisé abdominal, abdominalo-lombaire, il faut toujours voir l'aspect des urines. Ça, c'est fondamental pour penser ou non à un traumatisme rénal. Donc, ça, c'est les signes. L'examen clinique est fondamental. Il faut faire un examen complet, de la tête aux pieds. Il faut le malade dévêtu. Il faut prendre les ciseaux, couper les vêtements des patients. Malade tout nu. Il faut voir s'il y a traumatisme crânien, traumatisme thoracique, les membres, les fosses lombaires à la recherche des ecchymoses. Il faut tout examiner et marquer ça sur le dossier. Le plus important, c'est sur le dossier, il faut marquer l'heure de l'accident, les circonstances de l'accident et tous les signes cliniques. C'est très important après pour l'évolution et pour les problèmes médicaux légaux des patients lorsqu'il y a une plainte ou à la suite d'un accident ou une agression. Donc, l'examen clinique est très important et on complète l'accident obligatoirement par un toucher rectal. Le toucher rectal est très important pour voir s'il y a du sang au niveau du rectum, secondaire lésion rectale, s'il y a donc d'autres signes, des douleurs ou autres signes. Ça, c'est très important. Enfin, avant l'exploration et avant toute exploration, il faut s'assurer de la stabilité hémodynamique du patient. Donc, il faut avoir une tension stable, un pouls qui est stable, le malade est conscient. En cas d'état de choc ou autre, c'est un problème de réanimation. Il faut réanimer le malade avant toute exploration. Il ne faut pas perdre du temps à demander des explorations, scanner ou autres, alors que le malade est choqué. Il peut le malade mourir au niveau du transport. Donc, très important, pensez à la survie du patient, pensez à sauver le patient, mettre des perfusions, prendre donc toutes les précautions, mettre les perfusions, mettre un scope, assurer la stabilité hémodynamique. Donc, devant ces signes et devant ce traumatisme, des explorations sont nécessaires. Donc, quand est-ce qu'on demande ces explorations? Ce sont obligatoirement, s'imposent en cas d'hématurie macroscopique. Tout malade victime d'un accident lavant-public avec hématurie macroscopique doit être obligatoirement exploré et obligatoirement admis, soit en urgence, soit dans un milieu hospitalisé, au milieu de réanimation urologique ou chirurgicale. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Donc, il ne faut pas laisser un malade partir chez lui. Donc, il faut l'explorer et l'admettre obligatoirement. Parce que l'évolution, on va voir tout à l'heure, à partir du 4e, 5e jour, on peut avoir des lésions graves, donc on ne peut pas laisser le malade. Deuxième situation, lorsqu'on a une hématurie microscopique, lorsqu'on demande au malade d'uriner, les urines sont claires, et on fait une bandelette, on trouve du sang. Ça, c'est important de faire l'exploration lorsqu'il y a un choc. Le malade a présenté un choc initial, c'est-à-dire tension basse, sueur, pouls filant, froideur des extrémités. Dans ces cas-là, il faut explorer. À la suite d'un traumatisme pénétrant. Lorsqu'on a un traumatisme pénétrant, c'est-à-dire un coup de couteau au niveau de la fosse lombaire, il n'y a pas d'hématurie, mais il y a une hématurie microscopique. Obligatoirement, il faut demander exploration. Lorsqu'on demande sur l'interrogatoire, on trouve qu'un malade a une décélération majeure, c'est-à-dire un malade qui a chuté d'une hauteur de 3 à 4 mètres.
Lorsqu'il a un accident dans la voie publique, c'est un conducteur avec une vitesse 120, 130 degrés. Ça, il faut toujours explorer. Et enfin, pour les polytraumatisés, un polytraumatisé avec des lésions crâniennes, des lésions thoraciques, des lésions des membres, avec une imagerie microscopique, il faut explorer. Enfin, lorsque le trajet du projectile, donc direct, il est au niveau de la fosse lombaire, même en l'absence d'hépaturie, lorsqu'on a une contusion au niveau de la fosse lombaire, il faut penser au rein et demander des explorations. Quelles sont ces explorations? Donc, l'examen de référence, le gold standard, c'est le scanner injecté. On appelle ça l'hyroscanner. Hyro, c'est-à-dire exploration avec injection de produits de contraste. Il faut s'assurer des contre-indications. L'insuffisance rénale, les contre-indications sont l'insuffisance rénale et l'allergie à l'iode et la femme enceinte. En cas d'absence de contre-indications, c'est l'examen de base. Tout patient présentant une hématurie avec suspicion de contusion lombaire doit bénéficier obligatoirement d'un aéroscanner. Donc, l'aéroscanner va faire une analyse globale et rapide. Il va voir l'abdominal, thorax, les reins. Il va évaluer la gravité des lésions, dépister les lésions vasculaires, puisqu'on va faire un temps précoce injecté et un temps tardif. Il va nous faire le bilan des lésions parenchymateuses, l'existence ou non d'une anomalie préexistante, donc c'est une pathologie. Et enfin, il va évaluer le volume de l'eurohématome et de l'extravasation de produits de contraste. Donc, retenez une chose, tout malade suspect d'un traumatisme rénal doit être obligatoirement exploré par aéroscanner. C'est l'examen de référence, l'examen le plus important. Voilà l'examen, donc, le cliché précoce vasculaire. Je vous ai montré des clichés. Donc, à droite, on voit un rein qui est presque normal, on voit les vaisseaux, les cavités rénales, les produits de contraste. Le rein droit, par contre, chez le cliché à droite, on voit un rein droit, un rein gauche qui est normal. Le rein droit, il y a des lésions au niveau du rein droit avec un hématome et des fractures avec des produits de contraste qui éparpillés au niveau du rein qui témoignent de la lésion rénale. Donc, l'échographie. L'échographie, généralement, lorsqu'un malade qui est bien portant, un malade qui est stable et un malade avec une lésion minime, on peut faire une échographie qu'on appelle ça une échographie de débrouillage. Dans le cadre d'urgence, lorsqu'on attend, on n'a pas un scanner à proximité, on peut demander une échographie qui a une fiabilité de 90 à 97%, mais c'est une exploration insuffisante, puisque uniquement elle nous donne elle ne donne pas. On ne peut pas voir les voies excrétrices, on ne peut pas voir les vaisseaux. Elle peut uniquement visualiser l'hématome et nous donner des lésions associées. Généralement, c'est des lésions indirectes du traumatisme rénal, c'est insuffisant. Donc, l'échographie, c'est un examen de débrouillage rapide en cas de polytraumatisme en attendant le scanner. Voilà l'échographie. Elle peut montrer un hématome sous-capsulaire ou un hématome périnéal. Donc, ça, on peut aussi associer l'échographie Doppler pour apprécier la vascularisation du parenchyme et éventuellement du pédicule. Mais c'est insuffisant. Maintenant, l'artériographie. L'artériographie, c'est un examen invasif. Il consiste à injecter des produits de contraste au niveau de l'artère rénale à travers donc, la veine cave et par cathétérisme au niveau de la veine fémorale. Donc, l'artériographie garde uniquement deux indications. En cas d'hémorragie importante active pour faire une embolisation ou en cas donc, de revascularisation par radiographie interventionnelle. Donc, généralement, l'artériographie n'est pas nécessaire, sauf s'il y a une hémorragie très importante ou bien après pour correction d'une lésion artérielle ou vasculaire pour une revascularisation. Voilà donc des clichés d'artériographie. Vous voyez à gauche, donc où il y a la flèche rouge, qu'il y a un arrêt complet. Donc il y a une section complète de l'artère rénale, alors que le rein gauche est normal. Donc c'est un arrêt complet, c'est une section complète de l'artère rénale. Alors que l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique,
cet examen est équivalent au scanner. Il est gardé uniquement en cas de contre-indication au scanner, c'est-à-dire en cas où il y a une insuffisance rénale ou bien une allergie à l'iode. Mais ce n'est pas un examen de première intention. Donc, au terme de cet examen, au terme donc, de cette exploration, on peut classer les contusions du rein. Donc, 3 choses à retenir. 1. L'état d'urgence, il faut traiter l'état d'urgence, réanimer le patient. Deuxièmement, faire le diagnostic devant une hématurie, une douleur lombaire, il y a une contusion rénale. Troisièmement, faire les explorations, c'est le scanner, uniquement le scanner injecté. Et enfin, classer ces lésions. La classification, le grade 1, donc, vous voyez ici, c'est un hématome uniquement, les 4 clichés, c'est uniquement un hématome sous-capsulaire, la capsule rénale est intacte, il n'y a pas de lésion. Hein? Donc, c'est une lésion minime. Le grade 2, donc c'est un hématome plus important avec une fissure au niveau du parenchyme rénal, c'est très visible ici. Le grade 3, c'est un hématome plus important avec une fracture du rein, avec des lésions vasculaires, sans lésions vasculaires. Le grade 4, c'est des lésions vasculaires plus complexes, plus de lésions au niveau parenchymateux. Le grade 5, c'est le grade vasculaire. Il y a une rupture totale. Vous allez trouver ça. Une rupture, c'est soit de l'artère rénale, soit de la veine rénale, soit les deux en même temps. C'est des lésions graves. Donc, au terme de cette classification, on a le grade 1, 2, 3 et 4. On dit c'est des traumatismes bénins. Le grade 5, c'est un traumatisme grave. Donc, les complications sont représentées par l'évolution de l'hématome. L'hématome, c'est-à-dire il y a du sang et des urines. Il y a une fuite de produits de contraste avec des lésions, avec un saignement. Donc, il va soit évoluer vers la résolution spontanée, soit développer une gangue fibreuse avec une atrophie rénale, soit un faux kyste ou un hématome qui peut s'infecter. Les lésions vasculaires peuvent évoluer vers l'anévrisme ou la fistule artério-veineuse. Donc, le traitement, c'est très simple. Il faut être le plus conservateur. Il faut garder le maximum de parenchyme, éviter les complications d'ardite et réparer les lésions des parenchymes et des pédicules. Donc, je répète une troisième, quatrième fois. Donc, dès l'arrivée du glycée, il faut s'assurer de l'état hémodynamique et respiratoire. Il faut examiner et voir l'aspect des urines obligatoirement. Commencer la réanimation après groupage et un bilan sanguin. Et surveillance immédiatement des paramètres hémodynamiques, tension, pouls, tout ça. Et démarrer après faire les examens complémentaires. Donc, pour résumer, c'est très simple, vous allez trouver ça. Les traumatismes, grade 1, 2, 3 et 4, c'est un traitement conservateur, c'est la surveillance active au niveau hospitalier. Le 4 et 5, on peut être amené à faire des interventions, soit par endo-urologie ou bien par chirurgie chirurgicale. Donc, si on résume un peu les traumatismes fermés du rein, lorsqu'on a une hématurie macroscopique avec hématurie macroscopique ou choc avec hématurie macroscopique, pour le patient stable, on fait un scanner. Pour le grade 1, 2, 3, c'est l'abstention surveillance. Pour le grade 4, c'est exploration rénale par voie chirurgie. Pour le grade 5, c'est le repos uri, observation et antibiothérapie. On fait, pour le grade 4, on fait un neuroscanner à J5 pour réévaluer l'état hémodynamique et les lésions locales et attentes. S'il y a résorption et amélioration, c'est l'abstention. S'il y a aggravation, c'est l'endo-urologie ou la chirurgie. La chirurgie urgence, c'est en cas de 5 avec état de choc. Ça, c'est pour les patients instables, c'est-à-dire avec état de choc, tension instable, peau imprenable, tout ça, on peut être amené à faire une laparotomie exploratrice d'urgence pour sauver le malade. Et dans ce cas-là, il faut faire une aérographie sur table. L'aérographie, c'est-à-dire injecter, vous allez trouver ça sur le support, injecter des produits de graisse. C'est pour voir le rein contralatéral et pour bien explorer le rein. Lorsqu'il y a un hématome rétropéritonéal, il y a deux situations.
Si l'hématome est stable, non pulsatile, et qu'il est non expansif, non pulsatile, il faut le conserver. Lorsqu'il est pulsatile, c'est-à-dire il donne une pulsation comme l'artère, ou lorsqu'il est expansif, il faut explorer, et généralement, ça se solde par une néphrectomie. En cas d'hématurie microscopique sans signe de choc, il faut faire l'imagerie, elle est non nécessaire, sauf décélération vers lésion, il faut surveiller. Et pour les plaies pénétrantes, généralement, on observe ça après un coup de couteau, lorsque le trajet de la direction vers le rein, pour le patient stable, il n'y a pas de suspicion de lésion péritonéale, c'est l'euroscanner. Même chose, c'est grade 1, 2, 3, c'est surveillance, grade 4, 5, c'est exploration chirurgicale ou autre. Pour le instable, patient instable avec des lésions péritonéales, c'est la laparotomie, c'est la même chose. Il faut explorer en péropératoire pour voir l'autre rein, pour ne pas faire donc une néphrectomie sur un fonctionnellement unique. Donc ça, c'est généralement réparation, ça, les lésions, ça. Donc ça, généralement, c'est ce qu'il faut retenir du traumatisme rénal, c'est essentiellement le diagnostic, retenir la triade caractéristique, l'hématurie et la douleur. Ouais. L'exploration, c'est l'euroscanner. La classification, c'est la classification de l'association américaine de traumatisme en 5 grades. Le traitement dépend essentiellement du grade. Les grades 1, 2, 3 et 4, c'est la surveillance, et le grade 5. Ouais. Pour le grade 4, il faut retenir qu'il faut réévaluer le patient à J5. Donc voilà ce qu'il faut retenir des complications. On va voir rapidement les complications urinaires des fractures du bassin. Sont généralement secondaires à des accidents de la voie publique. Les fractures du bassin sont parfois entrent dans un cadre de polytraumatisé grave avec la gravité dépend des lésions vasculaires. Lorsqu'il y a une lésion vasculaire, c'est le pronostic vital qui est en jeu. Donc, le pronostic vital est en jeu, mais aussi le pronostic fonctionnel, essentiellement le pronostic sexuel et mictionnel à long terme. La nécessité d'une prise en charge rapide et précoce. Donc, c'est essentiellement ces fractures du bassin, on l'observe dans 15 à 20% des traumatismes. C'est essentiellement des accidents de la voie publique. Ils touchent essentiellement l'homme et c'est essentiellement lorsqu'il y a une lésion de l'arc antérieur. Ces lésions de l'arc antérieur sont les plus pourvoyeurs des lésions urologiques. Voilà les fractures du bassin. Donc, qu'est-ce qu'on a à partir les complications urinaires secondaires à la fracture du bassin sont de deux types. C'est la lésion vésicale ou la lésion de l'urètre postérieur. Il y a deux lésions qu'il faut retenir, soit une lésion vésicale, soit une lésion de l'urètre. C'est l'urètre membraneux, l'urètre postérieur. Donc, si les lésions vésicales s'observent dans 5% des fractures du bassin, elle peut être sous-péritonéale, c'est-à-dire le péritoine est intact au niveau. Donc, sous-péritonéale, c'est là 80% des cas. Elle est près du col vésical. Elle est secondaire à un embrochage ou un arrachement des ligaments pulbo-vésicaux. Donc, c'est une lésion sous-péritonéale ou bien intrapéritonéale, une lésion intrapéritonéale. Généralement, c'est un choc direct. Donc, un coup au niveau du bas-ventre sur une vessie pleine. La rupture s'est faite au niveau du dent. Il y a fuite des urines au niveau du péritoine qui va donner une péritonite. Lésion urétrale, il faut retenir qu'essentiellement, c'est l'urètre membraneux, donc 90 à 95%. Le mécanisme, donc soit l'embrochage par un exquis osseux, soit l'arrachement du bloc prostato-vésical. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est important. La lésion peut être de deux types, soit une rupture partielle de l'urètre ou une rupture totale. On peut avoir deux formes anatomopathologiques. Une rupture partielle, c'est-à-dire l'urètre n'est pas complètement sectionné, ou bien une rupture totale, c'est une section complète. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de rupture partielle et on va faire un sondage, on va le rendre
la rendre totale. Donc, c'est pourquoi le sondage est complètement contre-indiqué. C'est une faute médicale. Et en plus, lorsqu'il y a une ouverture en section partielle et on va introduire un corps étranger à la sonde, il y a risque d'infecter le foyer lésionnaire et de provoquer une infection. Donc, premier message, toute fracture du bassin ou suspicion de lésion de l'urètre contre-indique le sondage transvésical. Enfin, lorsqu'il y a une lésion, il va y avoir un aérohématome, c'est-à-dire fuite des urines et du sang, soit au niveau de l'utérus, soit au niveau pelvien. Donc, la clinique est très simple. Ça résume sur ce tableau. Donc, comme pour le traumatisme rénal, il faut toujours réanimer le malade, éliminer un état de choc, perfuser le malade, prendre toutes les précautions. Et pour les signes cliniques, premièrement, à retenir une miction. Après une lésion et fracture du bassin, une miction normale, sans hématurie, élimine toute lésion urologique. Je répète, lorsqu'on demande au malade à uriner après fracture du bassin, s'il urine correctement, sans hématurie, c'est sûr, il n'y a pas de lésion urologique. Ça, c'est très important. Donc, quels sont dans les différents tableaux? Le premier tableau, c'est la rupture intrapéritonéale. Donc, la rupture intrapéritonéale, il n'y a pas de miction. Le patient ne peut pas uriner parce que les urines vont fuir dans le péritoine. Ça va de soi. On peut avoir une hématurie parce qu'il y a une contusion au niveau de la vessie. Donc lorsqu'il y a une rupture péritonéale, il n'y a pas de miction. Est-ce qu'il y a ou non une érythroragie? C'est quoi l'érythroragie? L'érythroragie, c'est du sang au niveau de l'urètre, en dehors de la miction. Du sang rouge sur l'urètre, sur le myérythral. Donc, il n'y a pas, en cas de rupture intrapéritonéale, il n'y a pas. L'abdomen, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? On va voir une contracture, ça va de soi, parce que les urines vont fuir au niveau de l'abdomen, il va y avoir une péritonite. Et là, les signes de péritonite, c'est la contracture. Le périnée, il est strictement normal, puisque les urines vont fuir au niveau du péritoine, il n'y a rien. Le toucher rectal, il est douloureux, parce qu'il va y avoir, donc, secondaire à l'hématome, on va avoir une douleur au niveau du toucher rectal. En cas de rupture sous-péritonéale, la miction est plus ou moins possible, puisqu'il y a une fuite au niveau rétropéritonéal, et une fuite, il peut uriner par l'urètre. Il peut avoir une hématurie par la lésion vésicale. Est-ce qu'il y a ou non une érythroragie? Non, il n'y a pas d'érythroragie parce qu'il n'y a pas de lésion de l'urètre. L'abdomen, il est normal, mais on va avoir un empattement au niveau de l'hypocondre, sous-ombilical, puisque la fuite, elle est au niveau sous-ombilical. Le périnée, il est normal, et le toucher rectal est douloureux. En cas de rupture de l'urètre, la miction est impossible, puisqu'il a une section soit partielle ou totale, il ne peut pas uriner. L'érythroragie, on peut avoir une érythroragie dans la plupart des cas, mais l'absence d'érythroragie n'élimine pas la rupture de l'urètre. Puisque le patient n'urine pas, il n'y a pas de passage, il y a un globe vésical, le patient, il a envie impérieux d'uriner, il ne peut pas uriner parce que l'urètre est complètement sectionné. Il y a un hématome au niveau du périnée parce que la lésion elle est sous la polynévrose péritonéale. Enfin, lorsqu'on fait un toucher rectal, il est douloureux et la prostate est ascensionnée puisqu'il y a une section au niveau de l'urètre. Donc, ce tableau résume les différentes situations cliniques de la rupture intrapéritonéale, la rupture péritonéale et la rupture de l'urètre. Donc, l'imagerie, généralement, c'est l'aérographie intraveineuse ou l'aéroscanner. Il faut voir donc la vessie et l'urètre. Il ne faut jamais faire, lorsqu'il y a suspicion de fracture du bassin, de sondage de l'utérus. Voilà donc la rupture sous-péritonéale. Il y a une fuite en sous-péritonéale, la vessie est normale. Lorsqu'il y a une fuite, une rupture vésicale intrapéritonéale, la fuite elle est au niveau du péritoine et on voit l'extravasation du produit de contraste qui dessinant les anses et faisant dans les gouttières parito-coliques. Ça, c'est l'exploration en urgence. Actuellement, c'est l'euroscanner ou l'aérographie intraveineuse. L'euroscanner, donc, il peut nous montrer la rupture vésicale intrapéritonéale ou bien la rupture sous-péritonéale. Enfin, l'érythrographie rétrograde mictionnaire,
Ce n'est pas de lésion, c'est essentiellement pour l'urètre. Lorsqu'il y a une suspicion de rupture de l'urètre, on met une ponction sus-pubienne. On ne sonde jamais le malade. On ne touche pas à l'urètre. On met une ponction sus-pubienne et on hospitalise le malade. À partir du 5e, 6e, 7e jour, on fait une urétrocystographie rétrograde émictionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, rétrograde? C'est-à-dire, par voie rétrograde au niveau du méa et on injecte des produits de contraste, émictionnelle à travers la ponction sus-pubienne. Voilà les lésions. On peut avoir une lésion complète, l'image d'en haut. Donc, il y aura une rupture complète, il n'y a pas de passage, il y a une fuite rétrograde, ou bien une rupture partielle. On voit où il y a l'image d'en bas, il y a une rupture, il y a un passage au niveau de la vessie, mais c'est une rupture partielle. Donc, les complications des ruptures vésicales sont la péritonite chimique intrapéritonéale, la cellulite, l'infection, l'ostéite, l'arthrite, la rupture de l'urètre, les complications immédiates sont secondaires à l'évolution des rhumatomes, l'infection ou autre, soit ultérieurement le rétrécissement urétral, l'incontinence urinaire et l'impuissance et l'infertilité, c'est les complications. Le traitement, donc, vous allez voir ça, le traitement. Le traitement au niveau du traumatisme de l'urètre, il faut, comme je l'ai dit, mettre une ponction sus-pubienne, faire une cystographie J3, J4, et puis, si c'est partiel, on continue le drainage. Si il est total, on fait un traitement chirurgical ou endoscopique. Donc, pour le traumatisme de la verge, 2 mots. Je vais vous montrer les fractures du corps caverneux. Les fractures du corps caverneux, c'est la rupture des corps caverneux, généralement au moment des manipulations forcées sur une verge en érection, ou bien au faux pas de. C'est rare, mais c'est possible. La clinique, voilà l'image. C'est un hématome au regard de la lésion avec déviation du pénis du côté contralatéral. Donc, généralement, voilà l'aspect, le patient se présente avec cet aspect-là, un hématome avec une déviation de la verge. C'est une section ou rupture du corps caverneux et le traitement, il n'y a aucun examen complémentaire, le traitement est chirurgical, il faut évacuer l'hématome et réparation de la bigénie. Réparation de la verge, vous allez trouver ça sur le... Et terminer rapidement par les traumatismes des bourses. Les traumatismes des bourses, c'est très important de les savoir, puisque c'est des accidents qui sont peu fréquents, mais ça entre généralement à la suite des agressions, des RICS, donc des rendements de compte. C'est généralement un adulte jeune. La prise en charge doit être précoce. Pourquoi? Parce que pour sauver les testicules, c'est l'organe de la fertilité et c'est un organe aussi qui sécrète de la testostérone, est très important de conserver. L'exploration chirurgicale, généralement, lorsqu'il y a un hématome, c'est l'exploration elle est de règle. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne perd rien. Il vaut mieux opérer, réparer, que de laisser le partir à défaut une lésion testiculaire ou parenchymateuse. Donc, c'est généralement ce genre de traumatisme fermé, c'est généralement des chocs violents de coups de pied sur les testicules, ou bien contre l'arche de pubis à la suite des accidents de moto ou de bicyclette, et rarement les accidents de sport ou de chute en califourchon. Les traumatismes pénétrants sont très rares. Les traumatismes parfois chutent sur une barre de fer ou sur autre chose peut donner une lésion. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme anatomopathologique? Il y a l'hématome isolé du scrotum, c'est-à-dire il n'y a pas de lésion testiculaire. Ça s'appelle l'hématocèle isolé. L'hématome au niveau de la bourse, on appelle ça hématocèle. Les lésions de testicules sont de 3 types. La contusion, c'est une contusion testiculaire sans rupture de l'albigénie. Il y a l'hématome intratesticulaire et la rupture de l'albigénie, c'est-à-dire fracture de testicule. On peut avoir lésion, rupture épididymaire, on peut avoir un hématome de cordon ou bien de luxation de testicule. Ça, c'est des formes anatomopathologiques. La clinique, c'est très simple. Le patient se présente, il a des douleurs très importantes au niveau du testicule. Il vous raconte qu'il a eu un choc violent sur le testicule. Il faut rechercher les lésions associées érythrales, notamment à la recherche d'érythroragie ou autres.
chercher l'hématocèle, l'examen des testicules, vous le connaissez très bien, il faut examiner les testicules, voir la taille, les échymoses. Généralement, c'est une grosse bourse avec un hématome et l'examen parfois difficile. Ça, c'est le tableau clinique. Donc, voilà, donc le traumatisme de bourse peut avoir des échymoses comme ça. On voit aspect pénétrant par une barre de fer. Donc, l'imagerie, مسيو oui, بربي لحظة مسيو oui. مسيو الكور هذه مش موجودة على البلاتفورم، وقتاش باش تهبطوا لنا؟ الجمعة الجاية لقاك ما قلت لكم من الأول باش يجيكم كور تري اكسبليسيت، الكور هذا تري اكسبليسيت باش يجيكم على البلاتفورم. لندي تلقاوه في البلاتفورم. باهي مسيو. Donc, l'examen, c'est essentiellement devant un traumatisme de bourse, c'est l'examen clinique. Lorsqu'on a une échographie à côté, on peut faire l'échographie, on peut faire une échographie pour voir l'aspect de l'hématome, mais surtout la rupture de l'albigénie. S'il y a une rupture de l'albigénie, il faut opérer d'urgence. L'IRM, c'est très rare. L'échographie, c'est l'examen le plus fondamental. Le traitement, pour le traitement pénétrant, il n'y a pas d'exploration par le traitement radiologique. Il faut explorer chirurgicalement, faire l'excision du tissu et faire donc le réparage. Pour le traumatisme fermé, c'est une exploration chirurgicale qui fait le bilan lésionnel. On évacue l'hématome, on répare la testicule, c'est ça essentiellement. Donc je résume le traumatisme scrotal par un examen clinique. L'hématocèle, pas d'hématocèle, on peut faire une échographie. Si elle est anormale, chirurgie. Si elle est normale, surveillance. Ça, c'est la conduite. Voilà donc quelques images d'hydrocèle. Ça, c'est une image de cancer des testicules de la verge, l'aspect de cancer avec de la verge. Ça, on appelle ça c'est un gonflement de prépuce. Ça peut se voir, on peut paravimosis, on appelle ça paravimosis. Ça, c'est le décollage impossible. Ça s'appelle ça phimosis. On peut le décoller avec donc striction au niveau de la peau du prépuce. Et ça, c'est des lésions de réparation ou des lésions. Donc, voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander? Allô? تسمعوا فيا؟ Oui مسيو. Donc, c'est terminé le cours. Vous allez voir un cours exhaustif sur le traumatisme érogénitaux. On va donc le publier très prochainement, lundi ou mardi, باش تلقاوه على البلاتفورم. C'est bon? مسيو هذا كور متخدم 3 كور ولا؟ هذا كور اسمه لو تروماتيزم ايروجينيتو، فيه 5 كورات. انا قريتكم على البريز امبورطون الران واليوريتر والفيسي والتستيكول، وعطيتكم تيتر ليكم انتوما باش تتعلموا تو سكي اوتر تو سكون بو افوار كوم تروماتيزم. سي كور اكزوستيف باش تلقاوه، مي بور ليكزامان باش نسالوكم كان تروماتيزم را ولا فيسي يوريتر ولا بورس هكا هو. مي انتوما باش تتعلموا vous allez être des médecins, vous allez savoir شنو هما لي تروماتيزم دو لا فيرج، لي تروماتيزم دو تستيكول، لي تروماتيزم ايروجينيتو، الكل ما عملت لكم ان كور اكزوستيف. vous allez le trouver très prochainement. D'accord? واضح. إلى اللقاء. مسيو بربي يعمل كيتي لابيل شنو؟ معلقش.